Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. Non, j'ai toujours adoré dire ça. C'est notre troisième émission aujourd'hui dans le cadre du festival Octosport. Et tout d'abord, un merci particulier au ministère de l'Éducation nationale et notamment au travers de son équipe de Clermont-Ferrand qui nous permet de diffuser donc de manière sécurisée sur la plateforme Vidéodiff. Donc un petit coucou d'entrée pour les remercier. Ce soir, on va échanger sur une problématique. Dans quelle mesure le changement climatique transforme-t-il les métiers du sport? C'est plus seulement une question de conditions de pratique, c'est une question de formation, de compétences, de sécurité. En off, Clément était justement en train d'en parler, et plus largement d'avenir professionnel. Alors, pour échanger sur tout ça, ce soir, j'ai la chance d'accueillir d'abord Patricia Aublé. Et Bonsoir. voilà, je vous laisserai vous présenter après. Mais, donc, Patricia Aublé, on a à côté de moi également Clément Barachem. Bonsoir. Et en duplex, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Mallory. Est-ce que Sylvie, c'est OK? Ah, bonsoir Sylvie. Très bien, très bien. Merci, merci beaucoup. Et puis Fabien Rochette, qui est également en duplex. Bonsoir Fabien. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir, Ça a marché. bonsoir Fabien. Alors on va commencer cette émission de manière très simple. Je vais vous demander à tour de rôle, tout simplement, de vous présenter pour qu'on sache d'où vous parlez. Je commence par toi, Patricia. Bonsoir à toutes et tous. Me concernant, ça fait une trentaine d'années que je m'occupe, que je suis préoccupée par ces enjeux environnementaux et sociétaux. Et j'occupe des fonctions donc, depuis quelques années maintenant dans l'enseignement supérieur et la recherche, où je conduis les enjeux environnementaux et sociétaux, donc à l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. Donc en fait, on est voisins avec le CREPS. Auparavant, j'étais en école de management, dirigée pareil. On intègre ces enjeux dans la formation, la recherche, l'activité, donc au CBS à Toulouse, l'école de. Merci, Patricia. Clément. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc Clément Van Rechem, moi je suis responsable du développement sportif pour la Ligue Occitanie, Fédération française de la montagne et de l'escalade. Donc du coup, moi j'interviens ce soir aussi pour partager avec vous sur cette thématique qui nous concerne également en premier lieu, étant un sport des activités de pleine nature, et forcément impacté par les questions de changement climatique. Et puis à côté de ça, voilà, je suis aussi gestionnaire de la salle d'escalade indoor de Tarbes. Donc voilà, au plaisir de pouvoir échanger avec vous tous sur ces questions-là et l'évolution du milieu sportif. Merci beaucoup, Clément. Sylvie Mallory. Oui, bonjour. Donc, je suis coordinatrice de formation sur le CREPS de Toulouse, chargée depuis Alors, on t'a un petit peu perdu, Sylvie. Voilà, on va se reconnecter vers toi. Alors là aussi, on est dans les joies, on est exactement dans les joies du direct. On va voir avec Fabien Rochette, qui normalement est en duplex également. Fabien, est-ce que tu peux te présenter? Et oui, merci pour ce petit tour de parole. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je parle d'un poste de coordinateur de formation. Donc, ça fait un petit peu, bientôt 10 ans là, que je coordonne la formation kayak et escalade au sein d'une association d'éducation à l'environnement.
Et ça fait un peu plus de 15 ans donc, que je travaille aussi en tant que moniteur d'activités de pleine nature. Donc c'est à ces doubles titres que je vais intervenir sur les questions dont on va parler ce soir. Ok. Merci Fabien. Alors juste, je me retourne vers les studios pour savoir si on a retrouvé Sylvie. C'est OK pour vous? Donc, est-ce que Sylvie est revenue? C'est parfait. Aujourd'hui, sur l'établissement, je suis chargée du développement des formations sur les territoires de montagne et nouvellement responsable de projet Portefa, 300 CIMA 360, qui est au cœur en fait de la thématique qu'on va aborder ce soir. Ouais, merci Sylvie. Effectivement, on reviendra sur ce qu'est le POC-TEFA et donc que ça implique dans ce rôle-là. Je vais d'abord vous poser une première question à tour de rôle. D'abord, Patricia, est-ce que tu peux nous donner ta définition à toi du changement climatique? Ma définition à moi du changement climatique, c'est finalement un dérèglement des conditions climatiques dans un monde dans lequel on a basculé, incertain, avec une incertitude forte et des intempéries qui sont absolument étonnantes, de plus en plus fréquentes, de plus en plus fortes et violentes et partout sur le globe en fait. Voilà, un petit. Clément, même question. Ouais, même question. Bah, du coup, bon, pour pas faire de redite, mais je vais le prendre peut-être sous l'axe de l'impact. En fait, c'est l'impact que nous, on a sur ces changements-là. Donc, enfin, quel impact on a sur le climat et sur la vie au niveau de la planète. Et inversement, quels sont les impacts peuvent avoir ce changement de climat sur nos considérations, sur nos pratiques, sur notre vie. Voilà, donc je le tournerai comme ça, selon moi. D'accord. Sylvie, ta définition du changement climatique pour toi? Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites déjà. Je dirais que l'impact du changement climatique aujourd'hui nous impose de nous questionner justement sur nos pratiques et nos façons de faire et nous oblige à nous adapter pour essayer de limiter les conséquences justement sur ce qui était évoqué tout à l'heure et donc à la fois des températures qui augmentent, des réactions de plus en plus fortes du climat, que ce soit au niveau des événements de pluie qu'on subit actuellement, de grêle ou autre, quoi. Oui. Alors, on a reperdu Sylvie, mais non, c'est bon, pardon, elle avait fini, hop là, elle a fini de parler. C'est moi qui étais en train de noter ce que disait Sylvie, parce qu'effectivement, on est déjà, et c'est déjà la deuxième fois dont on parle notamment de la pluie et de ces modifications-là. Fabien, pour toi, minute, ta définition du changement climatique? Ben, moi, peut-être que je vais tourner plutôt cette notion-là sur la notion de dérèglement et pas de changement, parce que, en fait, si on part du principe que la planète, c'est un écosystème, ça me plaît de recentrer l'humain dans son écosystème. Et on a un petit slogan, on se dit, des fois, il faut réintroduire l'humain dans son environnement. Et du coup, pour moi, changement climatique, dérèglement, c'est ça, c'est qu'on a peut-être un peu perdu la place qu'on avait au sein de cet écosystème. Et donc là, pour nous, l'enjeu, ça va être de retrouver ce que les espèces font, c'est s'adapter en permanence. D'accord. Donc,
notion alors, j'ai bien compris ces notions, effectivement, aujourd'hui, de dérèglement, d'adaptation. Donc, premier constat dans la définition, je pense que tout le monde autour de la table ou de l'écran est OK pour dire qu'effectivement, il y a aujourd'hui un changement climatique. On ne peut pas nier cette réalité, mais du coup, est-ce que cette réalité-là est passagère ou est-ce que c'est quelque chose qui est amené à s'installer, voire à se développer? Là, immédiatement, j'ai envie de poser une autre question. Ça a commencé ou ce qu'on vit là, ça n'a pas encore commencé et ça va commencer? Alors, sans faire de catastrophisme ou autre, peut-être Sylvie, commencer par toi sur cette... ou Patricia peut-être, Ouais. plutôt. Alors, je crois qu'on le vit, toutes et tous. On parlait en off, justement, de l'émission des températures qui ont pris 20-25 degrés en une semaine. Donc, ça a commencé, c'est indéniable. On le vit à travers. Hélas, on ne va pas faire une soirée catastrophisme, mais bon, il se trouve que. Non, mais il faut faire un c'est- constat. Il faut déjà Il faut démarrer qu'on partage là. le Il faut qu'on constat. soit En fait, d'accord. si on veut agir et si on veut être pertinent et efficace, il faut qu'on partage ce constat, effectivement. Et ce constat, ça a commencé. Et ce qu'on peut dire, ce changement climatique n'a peut-être pas été dit, c'est que la grande différence avec ce qu'on a pu vivre avant, c'est que ce changement-là, il est lié à l'impact de la main de l'homme, en fait. C'est ça le grand changement. Des changements climatiques, il y en a eu plein, c'est pas le premier. Là, ce dérèglement, et je suis d'accord avec la terminologie, ce dérèglement, il est vraiment lié à la main de l'homme et on n'a jamais connu autant de différences, si on parle de gaz à effet de serre ou autre, dans un temps si court, en fait. Et c'est ça l'impact. Donc, oui, c'est pas fini, d'autant que quand on parle de CO2, en tout cas de gaz à effet de serre, ils sont dans l'atmosphère et on n'a pas encore subi les conséquences au moment où on se parle. Pour toi, on démarre. En fait. Pour moi, on démarre, oui. Ok. Oui, et la machine est lancée, en fait. C'est bon. Non, mais du coup, bon, en effet, ce n'est que le début de ce qui nous attend, et pourtant, on voit déjà les effets au quotidien dans la pratique. Alors, je vais revenir sur la pratique sportive, mais que ça soit pour les activités de pleine nature, avec, on peut prendre la question, la neige dans les Pyrénées notamment. Alors, nous, on est à 2 doigts de lancer notre saison de ski alpinisme, sauf que il y a 10 jours, il y avait de la neige sur les sommets, et aujourd'hui, on a passé un week-end à plus de 25 degrés un peu partout en plaine. Donc, forcément, il y a un impact qui est immédiat. Et pareil, que ça soit sur la saison hivernale avec des fortes pluies, des intempéries qui se répètent de plus en plus avec une fréquence aussi assez marquante. C'est aussi la répétition des événements qui fait que c'est problématique. Et en même temps, en été, un dérèglement avec des chaleurs qui sont insoutenables et qui, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, on en était à fermer des équipements sportifs parce qu'il faisait tellement chaud qu'on ne pouvait même plus accéder au gymnase. Il y a des effets immédiats. En effet, ce n'est peut-être que le début des conséquences. D'accord, par rapport au fait que ça s'installe. Fabien, et puis après je questionnerai Sylvie, mais Fabien, par rapport à ton activité, à toi, kayak, canoë, etc., le changement, le début, c'est pas encore pour toi? On en est où de ton point de vue? Moi, on est pleinement dedans, on y est pleinement depuis quelque temps déjà en fait. Donc là, ben, c'est sûr que les rivières là, qui sont impactées par, pas forcément ce qu'on voit à la télé, pas que des grosses crues, mais au contraire, là, sur l'Allier, on a eu des sécheresses hivernales en fait, qui remplissent plus des barrages qui soutiennent l'étiage pendant l'été. Là, sur le printemps, Tu as bien dit sécheresse hivernale, c'est ça? ouais, le barrage. C'est pas un oxymore. Ben, c'est un oxymore. Ben oui, mais on est à fond dans le dérèglement finalement. Okay. Parce que là, le barrage n'a pas pu être alimenté pendant plusieurs années, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu soutenir l'étiage. Bon, bien sûr, pour nos pratiques, nous, c'est terrible, mais il y a aussi tout l'environnement derrière, les agriculteurs, etc. Mais nous, oui, non, on est à fond dedans. Et je vois pas comment ça pourrait être autrement pour les années suivantes. Réchauffer et elles vont prendre des siècles et des siècles à évoluer, quoi. Ah ouais, donc bon. Pour le moment, voilà, on est toujours dans cette première partie. Voilà, non, mais c'est parce que c'est important de pas, de démarrer en ayant tous le même point de vue aujourd'hui sur la réalité. Moi, j'aimerais questionner Sylvie.
Clément parlait effectivement de neige. Sylvie, tu es un petit peu la spécialiste par rapport à ça, sur ces questions-là. Euh, ton point de vue à toi, alors à la fois d'experte et puis de ce que tu peux vivre au quotidien. Cas qui est irrégulière. Mm. On évoque une baisse de 20 à 25% de moins de neige. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir à un moment donné une forte chute de neige. Mais comme derrière, on a des temps qui sont assez doux, eh ben, ça ne va pas rester. Et du coup, on a du mal à préserver cette neige. Donc, en effet, ça perturbe un petit peu les activités. Mais il n'y a pas que ça. Le réchauffement climatique aussi entraîne la fonte des glaciers. Alors, même si dans les Pyrénées, on n'en a plus beaucoup, aujourd'hui, ça fait fondre le permafrost. Permafrost, ça veut dire que ça fragilise le manteau neigeux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la montagne, elle devient plus dangereuse parce qu'il y a plus de risques de chute de pierre, parce qu'il y a une érosion accrue de la montagne, ce qui demande aussi à sensibiliser tout ce nouveau public également qui vient plus en montagne chercher un petit peu de fraîcheur, mais qui n'a pas toujours la connaissance du milieu. Mais pour moi, oui, on sent déjà les effets. Et aujourd'hui, quand on mesure les glaciers, ne serait-ce que le glacier du Vignemal, puisque c'est un de ceux qui restent dans les Pyrénées, on est un peu affolé de voir à quel point il se réduit, quoi. Et c'est vraiment des signes marquants et des chaleurs importantes en montagne qu'on n'avait pas. D'accord. Il y a des zones. Alors moi, je suis totalement ingénu dans tout ça et genre, du coup, maintenant, ça me passionne. Mais est-ce qu'il y a des zones, tu parlais effectivement de chute de pierre, je note, chute de pierre. Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus impactées? Je vais rester sur toi, Romain Sylvie. Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus impactées que d'autres? Puis après, on continue autour de ça parce que il me semble que la gravité fait que ce qui tombe en haut tombe en bas. Enfin, dans la vallée. Donc ça veut dire qu'on pourrait même aller jusque dans les problématiques de canyoning, par exemple, avec ces chutes de pierre. Sylvie, il y a des zones qui sont plus impactées par rapport à ça? Alors, oui, forcément, toutes les zones. Alors après, je ne suis pas spécialiste, peut-être Madame Roubler répondrait mieux que moi, mais toutes les zones, en tout cas, où il y a du glacier et où il y a ces fontes qui sont présentes, vont avoir un impact en fait sur le manteau rocheux, parce que ce principe de gel-dégel fragilise la roche et entraîne voilà, des risques plus importants. Donc, c'est plutôt la haute montagne, mais c'est tous les secteurs où on va faire soit de la haute randonnée, soit de l'alpinisme, voire certaines voies d'escalade aujourd'hui qui peuvent devenir dangereuses parce que la roche travaille. Et donc, il peut y avoir des accidents. Alors, on n'est pas à faire du catastrophisme non Non, non, plus, hein. non, bien sûr. Il y a encore plein de possibilités. Mais aujourd'hui, alors, on va parler peut-être des Alpes aussi, mais dans les Pyrénées, c'est le cas. Il y a certaines courses en montagne. Alors, quand je dis courses en montagne, c'est des hautes randonnées ou des courses alpines qu'on va faire qui deviennent plus difficiles pour ces raisons-là, ou certains secteurs où les gardiens de refuge déconseillent aux gens d'emprunter certaines voies qui peut-être à terre ne seront plus utilisables parce qu'il y a trop d'éboulements de pierres. Et Alors tu là, évoquais le canyon. ouais, Le canyon, en fait, l'autre problématique, c'est l'eau aussi, qui va impacter parce qu'on n'a pas trop parlé de l'eau. Enfin, Fabien, si, un petit peu, mais le manque d'eau et puis les problématiques autour de l'eau vont impacter le canyon, forcément. d'accord. Alors, du coup, juste comme ça, je passe la parole à Patricia. Par rapport à ce que vient de dire Sylvie, cet impact-là, des zones plus fragilisées, c'est... Des zones plus fragilisées, effectivement, c'est absolument pas homogène sur les conséquences. Et donc, ce qui est difficile, c'est de justement mesurer en fait
la fragilité en fonction de chaque écosystème et d'anticiper, donc d'avoir une vision prospective. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse réellement aux impacts en fait. On a beaucoup été pendant des années sur plutôt des stratégies d'atténuation. Donc finalement, comment je peux faire mon activité en ayant un impact moindre, en générant moins de gaz à effet de serre, en utilisant moins d'eau, en utilisant moins de déchets, etc. Donc ce qu'on appelle les stratégies qui sont d'atténuation. Et en fait, depuis très peu de temps, on s'intéresse à ce qu'on appelle la stratégie d'adaptation. Donc l'adaptation, c'est comment je continue à pratiquer, mais au regard des changements dont je mesure difficilement l'impact, en fait. Et donc concrètement, comment je peux faire du canyoning dans un monde qui se réchauffe, où l'eau, par exemple, les précipitations vont être arriver de façon très déréglée, très anarchique, en fait, dont on n'a pas l'habitude. Donc comment je fais pour pratiquer est-ce que je peux encore pratiquer le canyoning et comment? Alors qu'avant, on se posait juste la question je pratique en essayant d'utiliser d'être moins impactant en fait. Vous voyez, et ça fait très peu de temps qu'on s'y intéresse sur l'ensemble en fait des champs disciplinaires. Donc, ça, c'est certainement Oui, non, pour- mais bien sûr, en fait, c'est ça, et c'est un peu ce que tout le monde disait au départ, mais c'est la structure même de la base, de l'environnement qui est impactée. Et donc après, derrière, il y a plein de conséquences Oui, ça, après, on y qui reviendra ruissellent, après. mais- Mais, non, mais mais c'est voilà. juste pour te laisser terminer, effectivement, par rapport à ces zones fragilisées, toi, en Alors, montagne. nous, on le voit, sur la pratique, en effet, sur la frilosité du terrain d'activité, du terrain de jeu, un peu je dis ça de manière un peu grossière, mais voilà, le terrain de jeu, on voit bien qu'il est plus meuble, qu'il y a des Oui, mais difficultés. alors moi, je m'accroche et il y a, comme disait Sylvie, j'ai Bien je sûr. peux avoir des pierres qui me Ouais, tombent et dessus. puis pas qu'en terrain montagneux, en fait. C'est-à-dire que là, on a pris beaucoup l'exemple de la montagne ou Ouais. de la haute montagne. Mais finalement, même dans des terrains qui sont souvent soumis à des grosses intempéries, on pourrait prendre l'exemple de l'Aude, par exemple, où bien sûr que le rocher, avec l'infiltration de l'eau, il y a des nécessités de contrôler plus souvent le rocher, d'avoir des purges pour faire attention à ce que justement il n'y ait pas des éboulements qui tombent sur les pratiquants ou simplement sur le passant qui randonne par ce chemin-là. Donc bien sûr que tout l'écosystème est impacté. Maintenant, en effet, on ne va pas tomber dans le catastrophisme. C'est simplement que, oui, il va falloir Non, ça existe. adapter la pratique Ouais. en conséquence de ce dérèglement. Donc ça, effectivement, c'est notre deuxième partie. Je vais en profiter, je vais revenir sur toi, Fabien, par rapport effectivement à cet écoulement d'eau, je ne sais même pas comment on dit, sur ces variations dont parlait Sylvie tout à l'heure. Comment vous l'avez ressenti? Est-ce que toi, il y a des zones aussi, on a parlé de l'Aude, on a parlé d'autres terres. Il y a des zones qui sont touchées ou beaucoup plus touchées, Fabien? Ça dépend en fait, parce qu'il y a des zones qui ont été entre guillemets masquées par ce phénomène, par les soutiens d'étiage avec les barrages. Quand tu dis masqué, Donc, ça veut dire qu'en fait, le barrage joue le rôle de régulateur, c'est ça? oui, c'est tout l'enjeu, hein, et d'arriver à stocker l'hiver pour rendre l'été quand on est en déficit. Ouais. Donc ça, c'était vraiment une des fonctions des barrages en plus de la production électrique. Mais depuis quelques années, sur le Verdon, il y a un événement terrible, là, c'était l'année 2022, où la rivière, en fait, elle était dénaturée complètement, hein. Il y a eu des images de partout dans les médias où ils pointaient cette zone géographique qui fait un peu terreur. Et pour les professionnels, c'était vraiment très compliqué d'avoir cette image-là collée à eux. Ouais. Pour nous, dans l'écoulement, ce qu'on voit ici aussi, donc, nous, l'association pour laquelle je travaille en Cévennes, c'est vrai que là, on se rapproche de plus en plus vers des fonctionnements qu'on retrouve de l'autre côté de la Méditerranée, qui sont des oueds, en fait, qui deviennent presque à sec une partie de l'année. Et donc, sur cette partie un peu sécheresse, le débit ne suffit pas à maintenir un renouvellement de l'eau, donc prolifération d'algues, Ouais, mais attends, prolifération. juste, je te coupe, Fabien, mais ça, c'est quelque chose que tu as vu de tes yeux ou c'est une légende qu'on rencontre aux enfants pour faire peur? Ah, je ne sais pas quelle est la part de légende. Non, en tout cas, c'est un fait. Là, ici, et nous, autour de la Méditerranée, on a ce truc-là des oueds. Il y a déjà des ruisseaux qui, ici, sont à sec. Et ça, c'est depuis très longtemps.
Mais c'est vrai que là, on a plusieurs années consécutives où les cyanobactéries arrivent par réchauffement d'une eau qui ne s'écoule pas autant. Oui, ouais, ouais, là, alors effectivement, on en reviendra un petit peu après, mais ça c'est quelque chose, alors on sort effectivement du sujet, mais c'est ces problématiques de manque d'écoulement d'eau qui font effectivement cette difficulté de revitalisation en fait de ces cours d'eau est une réelle problématique. Mais du coup, là je reviens vite fait sur Sylvie, en une minute, moi dans changement climatique, bon climatique je vois, mais si on parle de changement dans mon espèce de, comme ça, si je reprends ma casquette un peu de formateur, changement, la résistance au changement. Donc du coup, les populations là-dedans, elles acceptent, elles acceptent pas. On va parler après éventuellement des adaptations, mais c'est pour ça que je me permets de faire l'avocat du diable avec Fabien. Ça se passe comment pour vous au quotidien quand vous rencontrez les gens et que vous dites, mais quand même, ça change et que les gens vous disent, bon, il y a 20 ans, vous savez, on a déjà connu ça. Alors oui, il peut y avoir du discours un peu comme ça et puis il y a de la résistance parce que On parle vraiment même des si populations enfin, locales. oui, oui, Des gens, soit qui j'entends, hein. travaillent, soit qui y vivent, hein. Ouais, notamment par rapport aux stations de ski, c'est vrai que même s'il y a moins de neige, les stations arrivent malgré tout à faire, leur saison. C'est plus difficile, mais ils y arrivent. Hem Et ils expliquent que le ski n'est pas mort encore et qu'on en a probablement encore pour 20 ans, voilà. Malgré tout, malgré ces résistances, il y a des adaptations qui commencent à se mettre en place parce que par rapport à cette irrégularité qu'on évoquait tout à l'heure et donc des périodes où il y a pas du tout de neige, la neige revient, puis à nouveau pas de neige, ils sont obligés de s'adapter. Donc c'est pour ça qu'ils commencent à réfléchir à de la diversification d'activités sur les stations D'accord. et ça Un commence changement un peu juste forcé quand même, c'est ça que oui, j'entends? c'est-à-dire que les stations de moyenne montagne qui prennent de plein fouet, ces changements climatiques-là, Ouais, se rendent à l'évidence et s'adaptent. Celles qui ont encore de la neige régulièrement, se disent, ça peut ils sont alertés, mais ouais. ça peut continuer encore. Ça ne veut pas D'accord, dire qu'ils font rien, hein, mais pour l'instant, voilà, ça continue. d'accord. Et alors, du coup, Patricia, sur cette question-là, alors, parce que moi, elle m'intéresse, mais cette résistance au changement, toi, tu l'analyses comment, tu le vois comment, tu le vis comment, parce qu'il y a aussi ce qu'on est. C'est pareil que par rapport à ce que disait Sylvie, tant qu'il y a de la neige, finalement, c'est que ça change pas. Mmh. Alors, c'est clair on n'est pas fait pour le changement, hein. Je crois qu'en tant que bipède, le changement, on le fuit, en fait, hein. On est programmé, pour, justement rentrer dans les habitudes, pour, surtout, optimiser, mais avec le moindre effort, donc c'est On clair n'aime que pas ça. non, On on n'aime n'aime pas pas ça. ça, mais Bon, on n'est pas fait pour ça, en fait. d'accord. Si on regarde, hein, comment on est constitué, la nature est bien faite, hein, on n'est absolument pas fait, notre cerveau est pas fait pour changer. Donc les réticences, elles sont, j'ai envie de dire, normales et logiques. Donc là-dessus, je pense qu'il faut qu'on le prenne en compte. Et donc, du coup, et c'est là où on y viendra tout à l'heure, mais c'est finalement comment on accompagne le changement. Et c'est ça, je pense, un des défis majeurs. Parce que finalement, c'est toujours un peu la même histoire. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On n'innove pas, on ne change pas pour le plaisir. Ça n'a jamais existé. Et on n'a jamais été aussi contraint qu'aujourd'hui. Donc, ça peut être aussi une formidable opportunité que d'accompagner en fait ce changement parce que justement, contrainte demande changement. Et à côté de ça, je pense qu'enfin, un des défis majeurs, c'est accompagner au changement et c'est accepter aussi qu'on soit dans le déni. Enfin, c'est clairement pas facile. Enfin, quand vous disiez comment les populations locales l'accueillent, l'accueillent difficilement en fait. C'est Oui, humain en fait, c'est c'est normal. Donc l'idée c'est pas s'inventer une vie, c'est se dire voilà, fort de ce constat qui est quand même compliqué, il est violent en fait ce constat. C'est comment on fait collectif. Et je pense que c'est ça l'idée pour accompagner et relever ces défis en fait. d'accord, parce que du coup, et Fabien et Clément, alors là, moi j'ai une question qui me vient. Là, on est sur les populations. Fabien, je vais commencer par toi.
résistance au changement, tu as des clients qui rouspètent parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer. Je Ouais, m'imagine, en fait, je suis en train d'imaginer en même temps que je te pose la question, Fabien, mais voilà, je viens, je vais me prendre un cours et puis on ne peut pas, quoi. Voilà. J'ai pas eu d'échos qui vont dans ce sens-là. Moi, parce que maintenant, je suis moins sur Ah le oui, mais terrain. parce que tu as la télécommande du barrage, toi, c'est ça? Et que dès que tu dois, hop, t'appuies et puis hop, t'es en direct avec Euh, EDF. non, j'ai pas eu ce retour-là de c'est chiant, on peut pas venir. J'ai plutôt le retour de structures qui me disent les gens ne viennent pas parce que on leur a dit que il faisait trop chaud, on leur a dit que alors que D'accord. globalement nous sur le terrain on est capable de faire pas mal de choses différentes. Oui, d'accord. Ça, on va y revenir parce qu'effectivement, c'est comment on s'adapte. Non, Clément, Non, mais pour rebondir, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, bon, je pense que personne ne peut nier que voilà, la fréquence des événements climatiques euh, d'envergure font que tout le monde en a conscience. Par contre, maintenant, qui est capable d'évoluer avec ça? On parlait des populations locales. Je ne pense pas que ce soit celles qui soient le moins conscientes de la réalité. Ils vivent dans ces environnements-là. C'est les premières impactées. Donc, je pense que ok. elles sont au fait de tout ça. Par contre, maintenant, la question du consommateur de loisirs sportifs, touristiques, là, il y a un vrai questionnement. En effet, la station de ski, tant qu'elle a de la neige, ça fonctionne plutôt bien. Les gens ont pris cette habitude-là. Le client qui est venu faire sa sortie canyon ou même alpi, finalement, elle va comprendre parce que ce n'est pas possible aujourd'hui pour X ou Y raison. Je pense que cette personne-là peut comprendre. Mais tout l'environnement qu'il y a autour et qui dit bah, n'y allez plus parce que c'est plus possible, il fait trop chaud, il n'y a pas assez de neige. En fait, la question, c'est comment en fait, on offre des services peut-être différents, comment on accompagne ces gens-là vers une pratique différente des activités physiques, sportives de pleine nature à travers des nouveaux modèles. Et on parle notamment des plans, des stations 4 saisons dans les montagnes. Enfin voilà, comment on développe toute une nouvelle façon de pratiquer l'activité sportive dans ces territoires-là. J'ai bien compris que Clément voulait absolument passer Ouais, non, maintenant pardon, j'avance. à l'autre thème. Non. On va y Je passer. voulais rebondir. Moi, je me retourne de suite sur Sylvie d'abord, parce que je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce qu'en 30 secondes, allez, tu peux nous expliquer ce qu'est le POCTEFA, ton rôle de directrice de projet, et puis du coup, de rentrer dans cette question, c'est-à-dire les métiers sur les 10, 15, 20 dernières années, qui sont devenus, et puis quelque part, ce qu'ils vont également devenir. Est-ce que on appelle ça le prof de ski, Moniteur. le moniteur, pardon, Moniteur. le moniteur de ski va devoir se transformer en moniteur de randonnée ou faire les deux, Sylvie? Peut-être qu'il va devoir diversifier un peu son activité. Pas de suite, mais enfin, ça dépend des stations. En tout cas, ce que je voulais dire, et ça va faire un peu la liaison avec ce qu'on disait juste avant, c'est que ce qu'il faut avoir en tête, quand même, c'est que ce changement, il n'est pas si simple aussi, parce qu'en fait, c'est faire évoluer, cette transition, c'est faire évoluer toute une économie. Parce qu'aujourd'hui, Ça, c'est l'économie de important, ça. montagne, elle est organisée, elle s'est structurée autour des activités du ski et beaucoup autour des activités de pleine nature et des activités touristiques de manière générale. Et donc, amener ce changement et transformer ces pratiques, ces habitudes, parce qu'on parle du moniteur de ski, mais s'il n'y a pas de neige, il n'y a pas que le moniteur de ski qui ne travaille pas. C'est le pisteur, c'est le secouriste, c'est le loueur de ski, c'est le gars du bistrot au bas de la station. C'est en fait, c'est les hébergeurs. C'est toute une économie en fait qui est impactée. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Donc, du coup, voilà, ça va me faire la transition avec le projet Oui, oui. POCTEFA. Donc, le projet POCTEFA, c'est un projet transfrontalier européen. C'est un consortium qui a été monté et le projet POCTEFA est mené par l'Agence des Pyrénées et nous sommes partenaires au même titre que l'ISTIA, l'Institut des sports de Catalogne, l'Université de Gironne et l'association Transition 64, dont l'objet de ce projet est justement d'accompagner les territoires
sur cette question des transitions climatiques, mais justement par un axe emploi-formation et d'accompagner l'adaptation des compétences des actifs sur ces territoires pour essayer de développer plus cette pluriactivité, pluriemployabilité et adaptation à ces changements climatiques qui impactent en fait l'activité économique. L'idée, c'est de développer à terme de nouveaux modèles économiques. Donc, on parle des 4 saisons, on parle d'un certain nombre de choses voilà, pour accompagner cette transition. Ce qui sont pas des faibles mots hein, quand on parle de 4 saisons. Si je reformule bien, parce que du coup, ça me fait penser à Fabien, le ski était au cœur, toute une économie s'est construite tout autour, hébergement, location, et donc, effectivement, restauration, enfin, tout ce qu'il peut y avoir. Et qu'aujourd'hui, si on enlève le ski ou si on modifie le ski, on modifie en fait toute cette structuration économique qu'il y a autour, y compris les investissements financiers qu'il y a eu dans de l'aménagement de la montagne. C'est ça, hein, Sylvie? Oui, complètement. Et alors, on fait focus sur le ski, mais il n'y a pas que le ski qui est impacté. Enfin, le réchauffement climatique va impacter aussi les activités des accompagnateurs en moyenne montagne, par exemple, dont toute une part de l'activité est en hiver. Aujourd'hui, par rapport à ces journées chaudes qu'on évoquait tout à l'heure, certains adaptent l'offre d'encadrement en proposant des sorties qui vont se faire plutôt en fin de journée ou de bonne heure pour s'adapter. Dans le parapente, eh bien, ils ont leurs saisons qui vont s'agrandir parce que ils vont pouvoir du coup commencer la saison un petit peu plus tôt. Par contre, eux sont confrontés à des problématiques aérologiques parce qu'il y a des vents plus forts, il y a des vents beaucoup plus changeants qui perturbent l'activité. Et tout ça, ça demande des adaptations. Et du coup, c'est réfléchir au travers de ce projet à comment faire monter en compétences ces saisonniers, adapter les compétences pour que peut-être ils puissent être plus plurivalents, polyvalents et adaptables selon les situations qui se présenteront, quoi. D'accord. Bah, alors déjà, personnellement, je vois beaucoup mieux sur ce qu'est le POC-TEFA et les incidences. Et du coup, là aussi, Fabien, par rapport à ça, euh, si on est dans l'activité plutôt kayak, nautique, etc., est-ce qu'on a les mêmes incidences? Est-ce que là aussi, on peut faire comme s'il n'y avait rien ou est-ce qu'on est obligé de le prendre et d'amener vers une adaptabilité des emplois? Alors, les emplois, j'ai envie de dire directs et puis les emplois indirects. Non, clairement, c'est impossible de faire comme si ça n'existait pas. Des choses comme des décalages de créneaux où on fait la sortie plus tard, ça se faisait un petit peu il y a quelques années. Et là, en fait, on le voit de plus en plus, les sorties fin de journée, les couchers de soleil, des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça se voit de plus en plus dans le métier. Kayak en fin de. Alors, autant montagne, je vois les balades au coucher, au coucher du soleil, bucolique, romantique, très bien. Mais du coup, kayak ou canyoning en fin de journée, c'est dans le noir avec Non, une. canyoning, non, C'est pas une canyoning, non, plaisanterie, hein, mais c'est pas du tout ironique, hein. J'essaye de réfléchir en même temps, vas-y. oui, oui, il y a plusieurs prestataires qui proposent des sorties fin de journée. Ok. Donc, on vient naviguer plutôt au crépuscule, donc on n'a pas le droit de naviguer de nuit si on n'est pas équipé. Enfin voilà, il y a une législation autour de ça. Et pareil, coucher de soleil sur le littoral, on parle de rivière, mais il y a aussi le littoral en fait, hein, donc tout ce qui est kayak de mer, Eh oui. paddle. Donc ça, c'est une partie énorme en fait de l'activité touristique si on ne se concentre pas que sur l'intérieur du territoire. Et, et- Euh, et alors, du coup, tu as vu apparaître des nouveaux métiers? Enfin, tu parlais, euh, enfin, je me permets parce que tu parlais de ces gens qui arrivent et qui, d'un coup, partent en fin de journée ou autre. C'est quand même une adaptation du métier. Il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Je suis curieux. Ben, ça va être particulier pour moi de dire nouveau parce qu'en fait, l'association pour laquelle je travaille, là, le Merlin, fait de l'éducation à l'environnement depuis presque 40 ans. Et donc, c'est vrai que ça, la sensibilisation à l'environnement,
on part en fin de journée, on va sensibiliser à la fragilité de la faune, on va, Et on va du coup, amener d'autres choses, effectivement. Donc, en ce sens-là, oui, tu as raison, on peut dire qu'on a une mutation du métier qui bascule vers d'autres apports, une sensibilisation forcée à ce changement. Pourquoi on vient naviguer si tard, etc. Ouais, c'est sûr. parce que du coup, par rapport à ce que vous échangez, enfin, ce que vous dites avec Sylvie, Patricia, sur les gens aussi qui pratiquent, là, on est en train de parler de ces changements indispensables. L'activité en elle-même, le fait de randonner, de ramasser, alors je vais dire des choses sans doute très bêtes, mais de pouvoir faire attention là où on marche, comment on s'exécute, quel type de matériel on utilise, sont des choses qui, pareil, font partie maintenant de cette adaptation nécessaire. Alors, c'est sûr que je pense qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, notamment sur, tu en as parlé tout à l'heure, sur la sécurité, par exemple. La montagne est de plus en plus dangereuse, mais parce que justement dérèglement climatique et intempéries fortes. Donc, je pense qu'il y a des nouvelles compétences qui sont nécessaires et qui avant on pouvait peut-être en faire l'économie dans certains bassins. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et j'ai envie de dire, ces compétences, enfin ce savoir, il doit être aussi transmis à tous ceux qui pratiquent. Et il y a beaucoup de pratiques. En fait, c'est la singularité quand même, une singularité de l'outdoor, c'est que c'est à tout le monde. Heureusement, donc tout le monde peut pratiquer. D'ailleurs, c'est beaucoup d'activités comme la randonnée, etc. On n'a pas besoin d'avoir forcément un guide ou De licence, voilà, c'est de la pratique libre. Exactement. Donc, c'est vrai que pour les territoires, il y a des enjeux forts. En fait, c'est comment j'accompagne les concitoyens en fait dans leur pratique et de façon à ce qu'elle soit le plus sécure possible. Donc ça, c'est un changement, je pense, majeur. Bien, et puis du coup, comment en fait on parle à ces gens-là également, parce que du coup, vu que c'est de la pratique libre, et qui dit pratique libre dit Tu peux définir rapidement la pratique libre? c'est de la pratique non encadrée. Donc finalement, il y a pas mal de gens qui peuvent La randonnée. la randonnée, par exemple. Mais je vous L'escalade. prends, voilà, mon cas, l'escalade. Aujourd'hui, l'escalade. Tu peux faire de l'escalade Mais aujourd'hui, les licenciés, par exemple, à la fédération, c'est 10% des pratiquants déclarés d'escalade. Alors tous ne vont pas forcément en extérieur, mais la Canyoning plupart aussi. y vont. Canyoning, c'est pareil. Donc en fait, c'est des gens qui finalement, d'eux-mêmes, décident d'aller pratiquer une activité. Alors en effet, je suis assez d'accord avec le constat sur, c'est peut-être pas des nouveaux métiers à proprement parler qui émergent. Par contre, c'est une évolution des compétences métiers. Les personnes qui exercent leur métier doivent développer de nouvelles compétences, notamment liées à la sécurité, la lisibilité du milieu montagnard, comment on évolue dans ce milieu périlleux. Et on voit bien, nous, typiquement, on propose des formations à des personnes qui jusque-là peut-être se sentaient capables, autonomes, aptes à aller mener des recherches en milieu montagnard. Aujourd'hui, ils nous sollicitent pour qu'on puisse former leurs équipes au risque en moyenne montagne. Et donc, du coup, voilà, on avance sur cette évolution des compétences. Et du coup, Sylvie, moi, de ce que j'entends, plus toi du travail que vous faites, ça veut dire qu'il faut interdire des pratiques, il faut arrêter la randonnée. Alors, peut-être pas interdire. Moi, j'ai pas dit ça. Mais en tout cas, il faut accompagner. Et aujourd'hui, en effet, on assiste à un nouveau public qui vient en montagne ou sur des pratiques libres. Alors, lié aussi au réchauffement climatique, c'est-à-dire que quand l'été, il fait 40 degrés à Toulouse, par exemple, les gens, ils ont envie d'aller en montagne, ne serait-ce que pour retrouver un peu de fraîcheur. Et c'est hyper Donc, il y dangereux a- parce que ça veut dire que je vais en montagne avec mon petit de 2 ans en tongs. Alors, je caricature, enfin, je ne sais même pas si je caricature, mais Non. c'est Pas Non. du tout. Non. Non, c'est la réalité. Et aujourd'hui, en fait, on est confronté à différentes difficultés. Donc, le PGHM intervient de plus en plus Alors, souvent PGHM, Peloton de gendarmerie, peloton haute montagne. de haute gendarmerie montagne. de Voilà. haute montagne. de haute Ok. montagne. D'accord. Donc, et ils interviennent de plus en plus régulièrement, mais y compris pour des petites choses. C'est-à-dire qu'avant, normalement, le PGHM, il vient vraiment si vous êtes en grosse difficulté, que vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, ou vous êtes D'accord. blessé, vous êtes cassé une jambe. Mais Ne me dis aujourd'hui, pas, Sylvie, qu'ils interviennent parce que je suis parti avec mon gamin de 2 ans
et que finalement, je me retrouve à avoir oublié son pull et que le gamin... Qu'il y a un orage violent en montagne. Mais si, c'est Mais exactement ça. si. Il y a très peu de temps, ils sont intervenus parce qu'une personne avait froid aux pieds. Et probablement qu'il était en tongs parti faire un sentier du GR. Voilà. Donc, face à ces nouveaux publics qui arrivent en montagne, il y a plusieurs problématiques. Donc, on a évoqué en fait la détérioration du sol, mais il y a canaliser quand même un petit peu ces publics, leur apprendre les codes, parce que si les gens passent partout, en effet, l'érosion augmente et pour l'environnement, voilà, c'est délétère. C'est leur apprendre les codes. Voilà, de bonnes pratiques en montagne. Et donc, pour ça, de plus en plus en montagne, il y a une demande de médiateurs et de personnes que vous allez trouver sur les chemins qui vont vous donner un petit peu des conseils pour essayer d'avoir des bonnes pratiques en montagne. Donc, c'est de la prévention qui est faite pour essayer de limiter justement ces effets, mais qui sont de plus en plus présents. Ah, ben, Et ça mais questionne sur le surtourisme du coup derrière. d'accord, mais parce que... Alors là, je vais rapidement me tourner vers Fabien. Fabien, dis-moi qu'il n'y a pas des gens qui vont gonfler leur kayak dans les gorges de l'Aveyron et qui vont descendre ça sans avoir... Regarde la météo. Ouais, regarder la météo ou... Je ne sais pas, avoir pris un cours de trucs. Dis-moi... Alors, ça, c'est peu documenté, donc j'ai pas de données On n'a pas de sourcées chiffres. pour à tester ou non. N'empêche que ce qu'on a vu arriver de plus en plus, c'est la vente de matériel aux particuliers. Le gonflable est quelque chose qui a pris une part de marché très importante. Là. Pareil, nous, on discute avec des fournisseurs de matos. C'est la nouvelle un peu lubie, là, c'est le Packraft, qui est vraiment un truc intéressant, qui finalement ramène le public dans son environnement, mais il est toujours question de réintroduire l'espèce dans son environnement. Si elle ne le connaît pas, elle n'a pas les bons regards, parce que bon, on peut aussi critiquer les bonnes pratiques. Qui dit la bonne pratique, qui décide ce que c'est, etc. Ça, on peut avoir un regard critique. Toujours est-il Bah, que ça, si c'est on Jeunesse et s'engage... Sport. Jeunesse et Sport qui dit qu'est-ce que c'est qui est bien, qu'est-ce que c'est qui est pas bien. Ça plairait pas à tous les Effectivement. pratiquants qui aiment la liberté, mais c'est une bonne Voilà, base. c'est exactement là où je voulais en venir, effectivement. Donc, bonne pratique, ça se discute, pourquoi, etc. Ce qui me paraît plus pertinent, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre petit slogan, c'est de réintroduire l'humain dans son environnement et de lui faire comprendre ce qu'il va faire, pourquoi il le fait et qu'est-ce que ça va donner comme conséquence. Donc, si on a des gens qui viennent sur l'eau avec leur bateau gonflable, mais nous, dans nos activités, on a aussi, comme disait Clément, l'enjeu de le dire, voilà, vous venez faire une activité avec nous, et c'est pour vous rendre autonome, pour y aller éventuellement seul derrière. Donc, on réapprend à des gens à devenir autonomes. Ouais, il est là le nerf de la guerre en fait, c'est que les gens ils ont envie de liberté, enfin ça on le voit, quels que soient les sports, les études le démontrent toutes. Les gens ils veulent pratiquer librement une activité sportive. Le problème c'est que qui dit pratique libre dit bien souvent pratique gratuite, on va prendre l'exemple de la randonnée, de l'escalade, et parce que c'est gratuit finalement je peux faire. Sauf qu'il y a toute une question, déjà de compétences rien que par rapport à sa propre sécurité, mais aussi une question d'impact de la pratique qu'on peut avoir lorsqu'on se décide seul d'aller partir sur un sentier qui finalement n'était pas le bon sentier, parce que pas balisé, parce que une zone protégée sur laquelle finalement il ne fallait pas aller marcher. Et donc, cet enjeu, il est peut-être là. C'est comment on capte pour les primo-accédants à cette pratique sportive pour les sensibiliser. Et ensuite, demain, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est pas que 100% des gens, si je prends ma casquette PD, soient licenciés. Voilà, c'est pas ça l'objectif. Par contre, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir une pratique responsable, tant sur l'aspect sécuritaire que sur l'aspect impact environnemental. D'accord. Ouais. Alors, une question là, dans le chat là, que je trouve assez intéressante, pour Sylvie et peut-être pour Patricia, mais du coup, quand tu parlais de ces médiateurs qui arrivent, qui apparaissent ou qui se développent, est-ce que ce sont des gens qui pourraient ou qui sont, parce que employés par les collectivités locales, par des fédérations, par des organismes de gestion? Donc, première question, est-ce que effectivement, par qui ils sont employés ou ils seraient employés? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est une
un métier qui pourrait tendre à se démocratiser? Sylvie, puis après Patricia. Alors, je pense que oui, parce qu'il y a de plus en plus de demandes sur ces questions. Alors, qui les emploie? Ben, ça peut être des parcs naturels qui vont justement essayer de sensibiliser les personnes qui viennent sur ces territoires. Donc, généralement, c'est des sociopros, des accompagnateurs pour la randonnée, mais en kayak, ça pourrait être des moniteurs de kayak qui vont sensibiliser sur les pratiques. C'est aussi les offices du tourisme qui peuvent être demandeurs, justement pour essayer de sensibiliser ces nouveaux publics au milieu, à l'environnement qu'ils vont venir découvrir. Voilà, ça peut être des collectivités aussi. En tout cas, dans le cadre du projet POCTEFA, ça fait partie des compétences sur lesquelles on va sûrement se questionner parce qu'il y a une nécessité à sensibiliser ces nouveaux publics au milieu et aux effets aussi du changement climatique. D'accord. Patricia, par rapport à ça, tu... C'est vrai que de pouvoir partir en toute sécurité, on n'a pas forcément la notion quand on ne connaît pas le milieu, en fait. La grande différence, c'est ça. Tout à l'heure, Sylvie parlait d'un déplacement de population, de personnes qui allaient plutôt à la mer, à l'océan, et qui aujourd'hui se retrouvent pour des raisons climatiques, parce que les chaleurs sont absolument accablantes en milieu montagneux. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est différent. Moi, j'ai envie de dire, c'est certainement aussi changer notre rapport à la nature, en fait. C'est-à-dire qu'on voit la montagne souvent, pour tous ces primo-accédants, en tout cas pour toute une partie, comme étant un lieu que l'on peut utiliser, et j'emploie ce verbe à bon escient. Et en fait, peut-être que c'est pas que utilitariste, et c'est avoir vraiment une démarche qui soit différente et du coup qui soit beaucoup plus nourricière aussi pour les personnes qui y vont en montagne, parce que connaître, ben, c'est prendre le bon sentier, c'est être au bon endroit au bon moment parce qu'il y a telle végétation, il y a telle faune, telle flore. Donc il y a vraiment, je pense, des opportunités à saisir, et ça s'apprend. Et c'est clair que c'est des métiers. Alors tout à l'heure, on a parlé de compétences nouvelles. Là, c'est vrai que je pense pas que ça existait avant, hein. C'était plutôt des gardiens de parcs. D'ailleurs, la terminologie en dit long. Et aujourd'hui, on parle de médiateurs. Donc, justement, pour essayer de prendre conscience de l'écosystème dans lequel on est et de changer notre rapport, en fait, avec le vivant, et notamment le milieu montagneux qui s'y prête beaucoup plus que le milieu marin. Le milieu marin, en fait. Ouais, enfin, Clément, si tu voulais... Non, mais si, je peux, il n'y a pas de problème. Si tu me donnes la parole. Non, mais c'est intéressant ce métier ou cette fonction de médiateur. En fait, c'est pareil, ici, il faut inventer l'écosystème de demain, parce qu'en fait, il y a aussi ça qui va être un enjeu majeur, c'est comment on finance, comment on positionne ces personnes-là pour avoir ces actions de médiation. On a donné des exemples en effet, le rôle des gardiens, à l'époque, c'était peut-être ça, mais peut-être que du coup, tous ces professionnels de l'activité sportive, finalement, plutôt que de travailler uniquement sur des notions de saisonnalité, pour ancrer des gens dans leur territoire, faire en sorte que, c'est pareil, on est peut-être moins ce côté pic saisonnier à des moments, avec un afflux de touristes qui est difficile à gérer. On arrive à lisser ça sur du temps long, avec moins ce côté saison très forte, saison basse saison, et du coup s'ancrer sur des personnes qui, dans le territoire, auraient ce rôle pédagogique tout au long de l'année. Et alors, du coup, et pour revenir à Fabien, parce que je me suis noté quelque chose sur notamment le matériel, plus il y a de matériel mis à disposition pour une activité libre, plus c'est cette activité qui se développe, ou c'est parce qu'il y a cette activité qu'on développe les articles. Alors vous allez me dire, c'est l'histoire de l'œuf, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, sans citer de marques, mais avec lesquelles le campus des métiers et des qualifications, par exemple, est en relation, on va effectivement dans des magasins et on peut avoir un kayak qu'on gonfle et on peut aller sur n'importe quel lac, sur n'importe quelle rivière ou quel cours d'eau. Donc cette approche-là, on y va, j'ai payé mon article, j'ai envie d'y aller.
Mais j'ai aussi envie d'avoir l'information nécessaire à ma sécurité pour faire le lien avec le médiateur. En activité aquatique, je vais le dire comme ça, canyoning, ça existe aussi, ces rôles de médiateur pour conseiller, parce que c'est pas le vendeur Decathlon ou Intersport ou je sais pas quoi qui va faire ce job-là. Ou alors peut-être qu'il Bah, faudrait. peut-être qu'il faudrait. Peut-être qu'il faudrait. Peut-être que ces compétences-là, elles devraient être pas uniquement sur place dans les milieux naturels, en fait. C'est des vraies questions. Dans quelle mesure ils sont partenaires, partie prenante quand on dit les employeurs, c'est forcément le public. Pourquoi, en fait est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses différemment et comment embarquer et impliquer l'ensemble des parties prenantes qui sont toutes aussi intéressées les unes que les autres, en fait. Peut-être ça aussi que peut impacter le changement climatique. C'était presque une réflexion que j'avais pu avoir avec d'autres personnes sur presque finalement le vendeur de telle enseigne de sport, il devrait être formé lui-même à l'activité pour laquelle il va vendre du matériel pour aller faire de la via ferrata par exemple. Les via ferrata, elles sont de plus en plus fréquentées. Ça devrait être interdit, ça fait trop peur, ça, la via ferrata. Oui, mais pourtant, les gens s'engagent, ils ont loué leur matériel. Je fais partie de l'association qui a peur des via ferrata. D'accord ? Donc c'est pour ça, peut-être que avant même qu'on accède à la montagne, peut-être qu'à Toulouse Intramuros, le vendeur de son équipement sportif ou le loueur, il pourrait être membre d'un collectif de professionnels ou on parle de bi-activité, comment les métiers du sport vont évoluer. Est-ce que c'est toujours de l'encadrement ou est-ce que c'est finalement un peu plus que ça ? Peut-être qu'on peut se connecter à ce milieu de l'entrepreneuriat en se disant demain, il a autant le volet encadrement ou des diplômes de fédération jeunesse et sport que son métier de vendeur, loueur pour telle ou telle marque d'activité de pleine nature. Ça pourrait être un exemple de connexion. Fabien, ton avis, toi, là-dessus, et Sylvie en suivant, mais Fabien, sur cette notion-là, effectivement, tu te verrais, toi, être à la fois accompagnateur en kayak et avoir des heures dans une marque de distribution pour pouvoir avoir ce rôle-là? L'hybridation, elle va être nécessaire forcément. Donc, il va falloir inventer des choses nouvelles. Je repensais à une activité là, qui peut se faire sur l'eau, qui est de l'ordre de la médiation. Nous, on a testé une technique qui s'appelle la maraude, quelque chose qui n'est pas forcément au départ dans le champ de la pédagogie, mais qui fait qu'on va chercher des publics qui ne sont pas captifs, donc qui sont dans l'espace, et qu'on va chercher à les sensibiliser. Donc effectivement, nous, on a des stagiaires là, qui ont fait des stages au Parc national des Cévennes, juste à côté. Il y en a qui étaient dans des associations à côté du Parc national des Calanques, une association d'éducation à l'environnement qui était sur l'Allier, pareil, qui faisait cette petite chose-là. Nous, on l'a fait sur les Gardons, ici à côté de chez nous. Et c'est vrai que les publics sont très réceptifs, ils ne sont pas fermés. Il ne faut pas se faire une idée que les gens sont réfractaires à ce qu'on leur parle d'environnement. Au contraire, quand on va les toucher par le biais d'un peu... nous, on aime bien parler des méandres, en fait, quelque chose qui vient les faire vibrer sur pourquoi ils sont dehors. C'est pour se faire plaisir, pour se régaler. C'est pour ça qu'ils viennent chercher quelque chose de beau, quoi. Donc, si nous, on rentre par cette porte-là, on va les toucher et on va aller pouvoir faire passer un petit mot, un petit message gentiment. Voilà. Donc, il y a effectivement ce côté. C'est ce que tu appelles les maraudes, c'est ça? Oui, voilà. La maraude pédagogique, ouais. La maraude pédagogique. Sylvie, dans ce que vous êtes en train de travailler au niveau du POCTEFA, de cette adaptation-là, ce modèle économique, on va dire que c'est lui qui prévaut, et puis il faut essayer de tourner autour. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir la capacité, quelque part, de complètement le transformer, et éventuellement, de quelle manière? L'idée, c'est de le faire évoluer, en effet, ce modèle économique. Et un des éléments, en fait, qu'on constate, et c'est ce qu'on dit un petit peu là en filigrane, c'est cette évolution des métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus pratiquer les métiers sur les territoires de montagne de la même manière qu'avant, parce qu'il faut s'adapter. Alors, s'adapter aux changements climatiques et qui font que on ne va peut-être pas faire que de l'encadrement de l'activité qu'on avait pour habitude de faire, qu'il va peut-être falloir être plutôt plus réactif, que peut-être on va faire un peu de médiation, qu'on va certainement sensibiliser aussi sur la sécurité. Et
et je pense qu'il faut aussi sensibiliser de manière plus générale, la pratique libre, en effet, hem, parce que cette pratique libre, elle a quand même un impact sur l'environnement, qui est pas négligeable et je crois que c'est Patricia qui le disait tout à l'heure, hem, il faut pas que ça soit juste des personnes qui viennent consommer, mais qui se responsabilisent et arriver à les amener vers cette responsabilisation, d'avoir une pratique, plus raisonnable, moins impactante, dans ce qu'on peut faire sur les mobilités, sur plein d'éléments, pour essayer de réduire les impacts. Alors, moi, effectivement, c'est quelque chose qui aujourd'hui comment dire, me parle, m'interpelle. On est dans un fonctionnement où il faut, on parle, là, j'entends hein, qu'on parle d'adaptation, changement, etc., de sensibilisation. Je trouve que c'est compliqué de sensibiliser. On fait j'ai envie de dire des invisibles, parce que finalement, pour être parti en randonnée la semaine dernière, on croise du monde, tout type de personnes équipées de tout type de matériel, avec des chaussures de différentes qualités, on va dire. Donc, du coup, cette sensibilisation, on parlait tout à l'heure des médiateurs. Comment on impulse ça, en fait? Comment on arrive, ou comment il faudrait qu'on arrive à aller vers cette protection-là? Parce qu'on est bien d'accord que le fait de continuer à développer, on parlait tout à l'heure de l'œuf ou la poule, mais plus de monde dans cette montagne dont je comprends bien qu'en fait, on a l'impression qu'elle est accueillante, mais qu'elle devient encore plus dangereuse. Et on y met encore plus de personnes. J'ai le sentiment d'une contradiction, en fait, dans ce qu'on est en train de dire. Clément? Bah non, mais enfin, de toute manière, on aura du mal à lutter sur le fait que si les gens veulent accéder à ces milieux-là, ils vont y aller. Donc ça, on va difficilement pouvoir aller contre. Par contre, c'est Parce que là, il y a qu'est-ce qu'ils y font? un vrai enjeu de sécurisation de l'endroit qui est mon outil. Sylvie le disait Ouais, tout à l'heure. sécurisation de l'endroit, de l'outil de pratique, ou même sécurisation de la faune, de la flore qui est également présente, qui était même là avant même le passage de tous les touristes sportifs qui veulent pratiquer. En fait, déjà, je pense qu'il faut que les professionnels du milieu sportif, de la pratique sportive de pleine nature, l'acceptent et en prennent conscience. C'est-à-dire que dans la manière dont on communique autour de ces actions-là, c'est pas forcément punitif. On peut prendre l'exemple des falaises chez nous. Bon, il nous arrive fréquemment fermer des falaises parce que on est en relation étroite avec la LPO, le conservatoire du Le PO, conservatoire, la Ligue, Ligue de protection des Les oiseaux, oiseaux. le conservatoire national. Enfin, voilà. Ça fait partie de ce que nous on doit accepter de faire et d'envoyer comme message en disant oui, il y a un enjeu. C'est un frein à la pratique sportive, mais il faut accepter de rentrer dans le cadre des enjeux environnementaux pour protéger telle espèce, telle flore. Voilà. Déjà, nous, Donc, si on on fait des communique quotas? là-dessus. Non, on fait pas. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui sont fermés à la pratique sur un laps de temps, alors soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons environnementales. Oui, mais comment on fait l'été? Alors, j'entends Ouais. ce que tu me dis, Clément, mais peut-être par exemple Fabien, pour avoir parler de ma vie, mais pour avoir un frère qui est en Ardèche, ces bouchons, ces embouteillages de kayak sur les gorges, alors je ne sais plus lesquels c'est, malheureusement, tu vas me dire, mais euh, c'est c'est fou ça quand même. On ne peut pas donner un quota de tant de kayak à l'heure, ça n'existe pas. C'est un sujet délicat, cette question des quotas. Pour moi, elle est difficile à trancher. Je dirais qu'il y a des choses qui se sont expérimentées hein, pas sur les rivières, hein, mais sur des massifs montagneux. Difficile à trancher parce que du coup, qui va accéder au milieu? On peut pas Derrière, acheter une carte. On parlait de modèle économique, on peut pas acheter une espèce de carte, un droit de navigation. oui, mais qui accède sociologiquement après qui accède à la nature? Du coup, s'il n'y a qu'une tranche de la population qui accède, donc qu'est-ce qui va se passer? Qui est sensibilisé, qui ne l'est pas? Ok. Quel sera derrière le rapport de la population à son écosystème dont on parlait Tu veux tout dire à que c'est l'heure? plus complexe que ça en fait. Oui, c'est quelque chose qui est à manipuler avec précaution, cette question de quotas, cette question de surfréquentation. C'est vrai que c'est à documenter et à analyser finement et ne pas généraliser de suite
faut tirer les conséquences à quelques petits endroits qui ont été expérimentés, mais vraiment avec discernement, quoi. Parce que c'est vrai que les gorges de l'Ardèche dont tu parles, là, c'est vrai que c'est pas souhaitable, mais par contre, moi, c'est à côté de chez moi, et c'est vrai que même en plein été, en fonction de l'heure à laquelle tu y vas, il n'y a personne dans les gorges, même en plein été au pic de fréquentation. Ouais. Et donc, c'est peut-être plutôt ce genre de choses dont on parlait tout à l'heure, à réfléchir à quelle heure on loue, à qui on loue, sur quel tronçon. Voilà, et donc Oui, parce que on va répartir le public. Les quotas, c'est antinomique avec la notion de pratique libre que représentent les Ouais. sports de nature. Oui, Donc en fait, c'est Complètement. hyper difficile de partir dans cette idée-là. Il y a eu le cas aussi sur les calanques à Marseille. Enfin voilà, toutes ces initiatives, elles font quand même un sacré tollé parce que c'est vraiment l'inverse même de ce qu'on attend d'un sport de pleine nature. Par contre, la comptabilisation et qu'ensuite finalement reviennent un petit peu à la charge des professionnels ou des associations de cet environnement-là, de dire attention, là, il y a un danger. Il y a un danger, encore une fois, sécuritaire ou environnemental. Et trouver la capacité à jouer sur voilà, cette ligne entre ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Encore une fois, faire des études d'impact. Aujourd'hui, qui mène des études d'impact? Très peu. On fait très peu de recherche à ce niveau-là. On a des codes de bonne conduite, de bonnes pratiques, mais qui mène des études très poussées? En tout cas, nous, milieu associatif, on essaye, mais c'est assez récent. Ouais, j'ai une question Ouais. en tête, mais d'abord, parce que Vas-y. j'ai vu que Sylvie voulait réagir Pardon. aussi. Non, mais Non, mais j'abondais complètement dans ce que disait Clément. Les pratiques de pleine nature se sont développées sur un principe libertaire. Donc, aujourd'hui, les restreindre, les contraindre, c'est très délicat. Alors, de par c'est l'état pas le bon, d'esprit, c'est pas la bonne voie, quoi. ouais, mais aussi parce qu'aujourd'hui, ces activités, c'est des enjeux économiques pour les territoires. Les sociopros sur les territoires, en fait, c'est de l'activité économique. Le développement du kayak, le développement du canyon, de la rando, c'est de l'activité économique sur les territoires. Par contre, en effet, il faut arriver à trouver quelque chose qui soit un peu plus raisonné. Aujourd'hui, sur certains territoires dans les Hautes-Pyrénées, il y a des arrêtés qui sont pris sur des parkings lorsqu'ils sont submergés de monde. Je sais qu'il y a eu des choses, il y a des choses qui se font autour du canyon en Sierra de Guara, où ils limitent, je crois, le nombre de personnes qui prennent avec eux sur les courses. Mais en effet, c'est très délicat. En fait, il y a quelque chose d'antinomique. Derrière, ça renvoie à des enjeux économiques. Et du coup, c'est pas si simple à réguler. Alors, moi, j'entends ce que tu dis, mais du coup, j'ai deux questions. Et d'abord Sylvie, puis après Clément et Fabien. Mais j'ai deux questions. C'est que dans notre fonctionnement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quand même est-ce que vous savez s'il existe des pistes de réflexion sur des diplômes en fait multiqualifiés? Alors, soit des diplômes. Alors, dans le chat, on a effectivement la question de quelqu'un qui pose la question sur les sports de nature, mais j'ai presque envie de dire aussi les sports de plage ou sports de montagne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au lieu de faire un diplôme basket, foot, rugby, etc., on pourrait imaginer un diplôme de plage dans lequel on apprend le jokari, le beach basket, le beach foot, le beach rugby, etc. Et donc, on pourrait avoir la même chose en montagne et donc appréhender ces dispositifs-là. Donc ça, c'est ma première question. Et puis, j'aimerais que tout le monde intervienne sur une question. Alors, pourquoi on n'a pas... Alors, moi, je suis très français, donc je vais forcément vous parler de taxes. Mais pourquoi on ne met pas une taxe nature? C'est-à-dire que chaque fois que je vends un équipement de randonnée, il y a 0,2% qui partirait effectivement à la fédération de montagne pour former des accompagnateurs, des guides, des médiateurs dont vous parliez tout à l'heure, et qui permettrait là aussi de développer en fait une activité professionnelle sur cet accompagnement. Est-ce que je dis que des bêtises là, Sylvie, quand je suis là-dessus? La question est délicate là. Mais non, mais pourquoi je te dis ça? Parce que la première, quand ils ont fait Cap Découverte dans le Tarn, à Carmaux, je devais avoir, je sais pas, une vingtaine d'années, je vais avec mon grand-père. Voilà. La première des choses qu'on a fait, on a payé le parking. On n'a pas mis un pied dans l'environnement, on a payé le parking. Donc, à aujourd'hui, payer le parking et après avoir une pratique libre en montagne, on pourrait se dire pourquoi pas.
si effectivement la commune ou la structure qui gère l'environnement, ça permet de payer un médiateur. Alors aujourd'hui, il y a déjà des alors il y a plusieurs questions dans ta question, mais Oui, oui, j'en ai hem, posé plein, là. ouais, aujourd'hui, il y a des choses qui se font quand même un petit peu dans le sens où, par exemple, en Espagne, tu as des parkings qui sont payants où tu payes une navette pour, accéder au site. Dans le parc des dans les Encantats, par exemple, tu as plein d'endroits comme ça où tu ne peux accéder que par des taxis, des navettes qui vont te monter. Mais tu as une partie de cet argent qui va être utilisé justement pour entretenir, les chemins, aménager, et respecter, l'environnement et faire en sorte que les gens restent sur des chemins et d'aller, sur, d'autres espaces qui vont, avoir un impact sur la biodiversité. Dans la réserve du Néouviel, il y a des choses comme ça qui se font, et également. Après, la difficulté qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le système de formation sur les activités de pleine nature qui sont classées environnement spécifique sont chasse gardée des écoles nationales. Ah, Donc, seules les écoles nationales de montagne peuvent mettre en place, j'en sais quelque chose, puisque nous avons expérimenté quelques années un dispositif qu'on est arrivé à délocaliser dans les Pyrénées et qui s'est arrêté brutalement, parce que, parce que. on Voilà. Parce que- voilà. Non, on va pas se fâcher en plus avec. Voilà. Bon, mais en tout cas, effectivement, là déjà, on peut toucher du doigt comment dire, cet écosystème, cet environnement, effectivement, où plusieurs institutions, plusieurs organismes, plusieurs structures en fait interviennent. C'est ça, Clément? Ouais, alors, mais après, c'est surtout sur le côté taxe, il va avoir un effet. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un levier économique pour récupérer de l'argent. Mais je ne suis pas sûr qu'en soi, ça soit une réponse à la manière dont les gens vont pratiquer, à l'évolution Moi, de ce la soir, pratique. tout ce que je propose, Non, non, non. c'est mis à la Je ne dis poubelle. pas que, par exemple, le milieu associatif n'a pas besoin de financer ses activités ou ses recrutements. C'est même pas ça. Mais à chaque fois qu'il y a des parkings, par exemple, payants pour accéder à des sites de pratiques naturelles, On se garde de manière sauvage. mais exactement, ça occasionne plus de problématiques que ça ne génère de bénéfices. Par contre, une des réflexions qu'on pourrait amener, c'est on parlait de la formation, de l'emploi, du métier de demain. Pourquoi les gens aussi, finalement, que ce soit les professionnels, le milieu associatif, à des moments forcent un peu pour pouvoir pratiquer coûte que coûte son activité, mais parce que c'est le gagne-pain de ces gens-là. Hmm. Et donc, du coup, la difficulté, c'est que si on ferme un site, même si c'est pour des bonnes raisons, ça veut dire qu'on occasionne un manque à gagner touristique. On parlait de tout l'écosystème avec le bistrot du coin et compagnie. Et comment demain on invente une porte de sortie? C'est-à-dire si mon site il est inutilisable pour X ou Y raison, est-ce que cette personne-là qui d'habitude encadre, elle ne pourrait pas faire une intervention dans les écoles de la commune parce que elle peut avoir cette casquette de sensibilisation, Donc déjà, formation? on est sur une espèce de Moi, multi-activité. Mais non, mais pas c'est cette polycopie. hybridation du poste. Hybridation, C'est-à-dire que ouais. l'encadrant qui ne fait qu'encadrer, forcément, si on lui interdit son site de pratique, c'est une perte, Il est cuit. c'est une perte Ouais, sèche. bien sûr. Donc, comment on crée de la valeur autour de ces gens-là qui ont des compétences qu'on ne retrouvera pas sur d'autres missions? Et donc, on pourrait parler de l'hybridation autour. Alors, ça peut être une notion d'agent de développement, mais peu importe la terminologie. Mais comment on arrive à avoir des postes finalement qui permettent de lisser l'activité, non pas que sur la prestation Le rôle vendue. premier d'encadrement qui est. Oui, et puis le truc qui est dépendant de la prestation avec l'accès au site. Mm. Voilà. Fabien, toi qui es comme Clément, mais dans cette activité-là, si tu peux pas encadrer, tu fais alors tu le disais, de l'initiation à l'environnement, mais tu as des gens qui sont dans ce cas-là où ben là, on peut pas enlever l'activité parce que si on enlève l'activité, ben, c'est le mot que tu as utilisé, on enlève le gagne-pain. Ouais, ce que dit Clément est très juste, hein. Et nous, c'est vrai que c'est ce qu'on cherche à faire au sein de nos formations, c'est de les pousser à la pluriactivité. Donc déjà, on fait un support d'activité de pleine nature, plus l'éducation environnement. Et en plus, on essaye de les pousser à aller chercher d'autres diplômes. Donc nous, on leur dit, faites du kayak, du raft et de l'escalade. Comme ça, vous allez pouvoir bosser plus longtemps sur d'autres supports, etc. Et continuez à vous former tout au long de votre vie parce que vous allez engranger des compétences. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les droits d'accès au parking, c'est vrai qu'on va stigmatiser les pratiquants alors que finalement, ce n'est pas les principaux pollueurs et destructeurs du milieu.
Donc, qui sont les principaux responsables? Ben, c'est de l'industrie, en gros, quand même, hein. Donc, voilà, faut pas stigmatiser les pratiquants parce que c'est pas eux qui sont en première ligne de responsabilité, quoi. Oui, mais de toute façon, là aussi, on parle de pratiquants, de certains diront clients, d'autres diront licenciés. Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des fois des mots, des fonctionnements. Dans cette approche-là, Sylvie, il me semble, mais alors tu me corriges sans problème, hein, que dans le cadre du POCTEFA, on a cette réflexion de ces métiers qui bougent et donc de cette évolution de compétences dans les métiers et donc dans l'intégration de ces formations. Alors, on ne rentre pas dans le détail parce qu'effectivement, après, il y a des notions d'habilitation et heureusement que Jeunesse et Sport est là pour pouvoir vérifier tout ça. Mais ces métiers qui bougent, comment on les fait évoluer, ces compétences dans la réflexion que vous menez, vous? Alors, ben, justement, pour avoir un peu d'agilité, euh, alors, c'est des suppositions pour l'instant parce qu'on n'est qu'au début du projet, mais dans la réflexion qu'on a, on est plutôt à développer des compétences plus que des compétences additionnelles, plus que véritablement un diplôme en tant que tel. Parce que la difficulté qu'il y a à Jeunesse et Sport aujourd'hui, c'est qu'on a créé des diplômes monodisciplines et que du coup, il faut cumuler plusieurs diplômes pour obtenir cette pluriactivité. Et en effet, c'est cette pluriactivité-là qui est intéressante. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à travailler sur du secteur de pleine nature, il est souvent accompagnateur en moyenne montagne et également moniteur de vélo, par exemple, où à l'époque, il passait la qualif Canyon, justement. En fait, souvent, ils sont pluriactifs. Mais aujourd'hui, face à cette mutation de métier, et on le dit, aujourd'hui, ils vont plus faire que de l'encadrement. Souvent, ils sont amenés peut-être à faire de la sensibilisation, faire de la création de l'entretien d'itinéraire, des fois du conseil auprès des collectivités pour justement entretenir des espaces. En fait, justement, en tant qu'experts, ils apportent leur vision et l'idée, ça serait de développer un passeport de compétences qui serait reconnu des deux côtés de la frontière, donc côté Espagne et côté français et andorran, puisque le projet est aussi avec l'Andorre, euh, qui permettrait une facilité de mobilité des saisonniers et une meilleure employabilité d'un secteur à l'autre avec ces compétences additionnelles qui seraient proposées. Parce que l'Espagne, je dirais, sur certains points, ils sont plus en avance que nous parce qu'ils ont ce type de formation dans le domaine sport. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de socle commun et après, vous allez aller chercher des options. Alors, vous pouvez vous former en équitation et puis en Mais c'est pas, randonnée, si vous c'est voulez. pas les blocs de compétences qui arrivent, ça? Ou alors j'ai pas. Joker. Bon, oui, mais non, c'est vrai que là, pour expliquer. L'idée des blocs de compétences, ça aurait pu être ça, justement. Ouais. En fait, l'intérêt qu'il y avait dans ces blocs de compétences, c'est qu'en effet, on est peut-être ces blocs 1 et 2 qui pouvaient être communs, et derrière, qu'on arrive à déstructurer un petit peu les choses et qu'on puisse aller chercher de la compétence en kayak, de la compétence en escalade, et faire vraiment un peu ce que faisait le BAPAT à l'époque. Alors, même s'il n'était pas avec autant d'autonomie, Ouh mais là là, le l'intérêt du BAPAT, BAPAT. Mais dis donc, eh ouais, Sylvie, alors je sais, on va ça être fait en un peu noir et blanc dinosaure. bientôt. C'est ça. Mais n'empêche que cette polyvalence qu'avait le BAPAT, ben, elle est quand même super intéressante parce que aujourd'hui, eh ben, quelqu'un qui veut se former en pluriactivité est obligé de passer plusieurs BP ou plusieurs DE ou BPDE. Et même s'il y a des équivalences entre les UC et même en bloc, plus compliqué, mais ben, c'est pas si simple. Et puis surtout, ça a un coût. C'est un coût qui est beaucoup plus conséquent. Oui, alors, et d'ailleurs, en parlant de coût, c'est pas forcément qu'un coût pour l'apprenant, parce que si l'apprenti peut. Mais c'est un coût pour alors la société, c'est un grand mot, mais il peut y avoir effectivement un coût comme ça où je fais une année BP APT, puis BP
Canyon et BP, puis des etc. CQP, Et puis des en CQP. fait, on peut cumuler les formations sur des années durant. Mais on parle beaucoup là Sylvie, de pluriactivité en fait, mais qui tourne toujours autour de l'encadrement. Moi, je trouve qu'en effet, avoir un socle commun et ensuite se spécialiser pour monter en compétence dans un domaine, c'est une bonne chose. C'est en effet des choses qui ont déjà existé. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, demain, le professionnel des activités de pleine nature, il n'a pas quelque chose de plus théorique, entre guillemets, si je devais caricaturer ça, qui ne rentre même pas en concurrence avec ces activités d'encadrement, parce que on peut avoir plusieurs casquettes d'encadrement, mais finalement, il y a des choses qui se pratiquent à peu près en même temps. Enfin, les vacances scolaires, par exemple, le gros de l'activité, quelle que soit la spécialité, on va pas pouvoir cumuler. Oui, ce que tu veux dire, c'est trouver quelque chose entre. Moi, c'est plutôt trouver quelque chose entre, quelque chose qui permettrait à ces personnes-là d'être moins dépendantes de ces flux liés au changement climatique. Si ma saison elle est pas bonne, c'est pas grave parce qu'en fait, je sais que tout le reste de l'année, de toute manière, j'ai de quoi en vivre, j'ai de quoi alimenter mon job parce qu'il y a des choses qui sont plaisantes à faire. Voilà, c'est comment, selon les sensibilités de chacun, on arriverait à coupler voilà, tout ce qui est diplôme d'encadrement et en même temps d'animation territoriale presque, qui pourrait servir aux communes de ces territoires très, très fortement impactés par la saisonnalité. Fabien, dans ton domaine à toi, tu rejoins Clément? Alors, j'ai eu un petit problème, ça a coupé un petit peu, donc je suis pas sûr d'avoir saisi tout le propos de Clément. Le propos, bah, il est simple, hein, c'est d'avoir une activité qui permette de pouvoir aussi compléter en dehors des temps d'encadrement, parce qu'effectivement, les temps d'encadrement, bah, tout le monde pratique quasiment en même temps dans l'activité d'encadrement. Complètement. Ce qu'on voit aussi, c'est que les activités d'encadrement, c'est des activités qui sont très sollicitantes humainement, psychologiquement. Et c'est vrai que d'avoir une activité qui n'est pas face à face public à côté, eh ben, ça permet d'être pleinement présent et pleinement là pour sensibiliser, etc. Donc c'est un enjeu hein, d'avoir ces petites sections territoriales. Là, vous parliez tout à l'heure de gens qui sont embauchés par les communes. Là, derrière chez nous, sur le Tapoul, il y a un employé communal qui fait la navette pendant l'été pour le canyon. Donc c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui pourraient s'imaginer à l'avenir. Hein, mais pour l'instant, c'est pas encore là. C'est à créer. Par rapport à ce que disait aussi, j'ai oublié, je crois que c'est Sophie sur les BAPAT, c'est vrai que il y a aussi Sylvie, pardon. C'est vrai que c'était un diplôme qui était très intéressant pour cette transversalité. Et là, on est parti sur des diplômes très pointus, très exigeants, qui sont qualitatifs. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que derrière, quand on passe 1 an et demi, 2 ans à se former sur quelque chose de pointu, derrière, il faut le rentabiliser, quoi. Donc, les gens sont encore plus accrochés à leur activité économique et ça crée aussi cette tension sur le territoire. Donc, il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur un niveau un petit peu en dessous, avec de la transversalité, des prérogatives, bien sûr, au niveau sécuritaire, etc., qui sont à réfléchir. Hein. Mais peut-être parce que je suis un produit de ces diplômes-là, donc je prêche. Ouais, non, c'est sûr que bon, on a beaucoup connu ça et qu'aujourd'hui, ces diplômes font partie un petit peu du paysage. Et donc, l'idée ce soir, hein, c'était de pouvoir poser un petit peu tout ça, puisque inévitablement, demain, c'est le travail que mène Sylvie, mais d'autres, mais inévitablement, demain, il va falloir effectivement arriver à s'adapter à ces nouvelles formes de pratiques professionnelles. On arrive un peu sur la fin de l'émission. Je vais vous laisser 2 minutes à chacun pour conclure sur, sur cette thématique-là et notamment vous, par rapport à votre métier, votre environnement, votre regard même, quelle préconisation vous avez envie de donner alors, j'allais dire aux pratiquants ou pas d'ailleurs, ou aux responsables, que ce soit si vous aviez un souhait, hop, une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez Je vais commencer par Sylvie. Sylvie, toi, si tu avais une baguette magique par rapport à ce que tu vis là, tu changerais quoi? Ou tu demanderais à changer quoi? Dans un idéal, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on arrive à combiner justement
la préservation de ces activités économiques et le, le respect de l'environnement, la prise en compte de l'environnement euh, dans une pratique qui soit plus raisonnée. Donc voilà, peut-être moins de masse, plus de réflexion, mais je crois qu'il y a des choses qui sont en cours quand même. On n'a pas trop insisté sur ça, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de pratiquants qui font en sorte d'essayer de se déplacer en utilisant le train, train plus vélo. Alors ça fait un peu sourire, mais n'empêche que Ah il y non, en je a de pense plus en qu'aujourd'hui, il n'y a plus pas qui de... ont Oui. il y en a de plus en plus qui font des expériences comme ça et qui essayent de, en tout cas chez les jeunes générations, je trouve qu'ils sont hyper sensibles à ça, hyper attentifs à ça, et je trouve que ça donne quand même de l'espoir sur des évolutions possibles dans les pratiques alors, à la fois libres, mais aussi d'encadrement qui pourront continuer à se développer à terme dans ces activités. Bon. Merci en tout cas, merci Sylvie, merci pour tes interventions. Fabien, 2 minutes. Alors moi, ma baguette magique, elle dirait on rétablit une classe verte pour toutes les écoles, une classe de neige pour toutes les écoles, une classe mer pour toutes les écoles, ce qui fait que il y a de la pratique pour tous les professionnels, et tous les enfants seraient sensibilisés, il y aurait un socle commun de société sur on sait ce que c'est notre environnement, tous les enfants auraient vécu ça. Et ça aurait été une manière de sensibiliser tout le monde aux enjeux et de territoire, etc. Ce qui permettrait aussi d'étaler les publics sur les milieux. Et donc, du coup, mon deuxième enjeu, ce serait de faire ce petit coup de baguette magique à ce que les gens ne fassent plus une demi-journée d'activité, mais deviennent plus autonomes pour faire des voyages. Nous, on milite vers la mobilité douce dans nos activités, donc de l'itinérance en fait. Itinérance à vélo, itinérance en kayak. Finalement, tu fais le déplacement pour 5 jours sur la rivière. Ça a moins d'impact que juste une sortie à la demi-journée. Donc, on peut aussi réinventer nos visions des vacances, de la consommation. Et de ce fait, on va changer aussi les pratiques sur les territoires. Mais l'éducation au sein de l'école, ça. Oui, moi je retiens ça, cette idée de faire repartir tout le monde en classe découverte, mer, montagne et campagne, etc. Merci en tout cas beaucoup, Fabien. Oui, pardon. Et je disais, et en colo aussi, pareil. Oh là là, oh là là. Les souvenirs de colo. Qu'est-ce que c'était merveilleux ça. Qu'est-ce que c'était merveilleux. C'est ces souvenirs-là qui font qu'on a envie de les protéger ensuite, donc forcément. C'est vrai, c'est vrai. Merci Fabien, et puis voilà, Clément. Ouais, moi je suis pas très bon sur la partie baguette magique. J'avoue que j'ai un peu de mal à m'imaginer la solution idéale que je pourrais espérer, préconiser. Mais je serais plus sur déjà réussir à pérenniser l'activité physique et l'activité physique de pleine nature. Voilà, ça c'est un des enjeux. Et donc du coup, c'est la capacité à ce que tous les acteurs concernés soient en mesure d'inventer un nouveau modèle. Voilà, j'ai bien peur qu'on puisse pas lutter contre tout. Il va falloir réinventer la façon dont on pratique les sports, dont on invite les gens à consommer le sport, parce que la plupart, en effet, sont plutôt de type consommateur. Et donc, c'est comment on arrive collégialement à faire consensus entre les professionnels de l'activité, les collectivités territoriales, les acteurs de l'éducation et du milieu sportif, à inventer ce modèle qui nous permettra à tout à chacun de pratiquer librement et sans passer par le volet taxe qui, à mon avis, fait quelques émulations négatives. Mais en tout cas, merci à vous, merci aux participants, merci pour cette 3e émission du Festival Octosport. Je remercie une nouvelle fois les équipes de Clermont-Ferrand de Vidéodiff qui nous permettent de diffuser en toute sécurité. Je remercie toute l'équipe, notamment Gaël, Thaïs et Clémence qui sont manettes, et vous les voyez pas, elles sont derrière. Le moindre souci technique, ça les fait transpirer. Merci beaucoup à vous pour cette diffusion. C'est quand même la 3e émission de la journée. Et puis, voilà, merci à tout le Krebs de
de Toulouse, Arnaud Bochung, et puis bien sûr Muriel Roth, sa directrice. Merci à vous. Je vous retrouve demain 18h pour une émission sur les métiers face à l'éducation nationale, les métiers du sport pour les professeurs de PS information. Et surtout demain soir, 20h, les associations sportives face au défi de l'emploi. On va parler groupement d'employeurs, on va parler profession sport loisirs, on va parler club omnisport. Merci à vous. Vous étiez 642 à nous avoir suivis. Je vous remercie pleinement et je vous dis à demain.